bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Now Future, maintenant le futur, ça pourrait être un slogan, mais c'est un questionnement. Quel futur projettent les films documentaires? Réponse avec Annick Peigné-Djouli, la présidente du Corsica Doc. Elle est notre invitée. Elle nous fera découvrir le programme de la 12e édition, sous le signe de la science-fiction. Transhumanisme quand la réalité dépasse la fiction, avec les explications d'Alexandre Tchekali. Enfin, sommes-nous devenus immortels? Mais ça va pas à la tête. Un livre de Jean Mariagne et Daniel Tritch. C'est la sélection de Marie-Jo Harry-Guilandine. Annick, bonsoir et bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau du Rendez-vous. Annick, vous êtes la présidente du Corsica Doc. C'est le festival d'automne qui est consacré finalement au cinéma documentaire international. C'est déjà la 12e année. Oui. On ne voit pas le temps passer quand on s'amuse. Le temps passe de plus en plus vite, oui. Alors, comment est né le festival? On va remonter un petit peu dans le temps. Il est né en 2007. La Corse était un terrain assez vierge en matière de cinéma documentaire. Et moi-même, j'avais très envie de montrer des films documentaires. À ce moment-là, j'étais déjà présidente d'une association à Paris qui s'appelle Documentaire sur grand écran. On montre des films documentaires au Forum des images, dans les cinémas du MK2 également. Et ça m'a fait une petite mise en jambe pour savoir m'occuper d'une association, parce que je ne connaissais pas du tout. Avant, j'étais journaliste, c'était pas mon métier de m'occuper d'une association. Et ici, ça a démarré finalement assez vite avec une équipe dont la plupart sont encore là avec nous maintenant, de bénévoles. Et on fonctionne uniquement avec des bénévoles et avec des Ajacciens et Ajacciennes surtout. Beaucoup d'Ajacciennes. Et beaucoup d'envie et de plaisir. Oui. Non, il y a une belle équipe d'une, une petite trentaine de personnes qui sont hyper actifs. Et ça, ça aide à tenir. Ça fait qu'on arrive à la 12e année sans s'en rendre compte, effectivement. C'est vrai. Alors, un festival qui va durer 5 jours, c'est une carte blanche. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde. Et cette année, quel est le thème que vous avez retenu? Alors, comme d'habitude, on a deux programmes en réalité sur le festival. Un programme qui est composé d'une compétition de ce qu'on appelle nouveaux talents, c'est-à-dire ce sont des premiers, deuxième et troisième films de jeunes réalisateurs. On a reçu cette année 500 films qui venaient réellement du monde entier, c'est-à-dire que ça va de la Chine à la Serbie, en passant par l'Italie, l'Allemagne et la Corse aussi. On a choisi 16 films sur des courts, moyens et longs métrages sur ces 500. Donc c'était un énorme travail. Et le deuxième programme, c'est ce dont vous parliez là tout à l'heure, c'est Now Future. Jeu de mots. Un slogan, mais aussi un jeu de mots. C'est-à-dire qu'effectivement, le futur, c'est aujourd'hui. Le temps étant en pleine accélération, on a l'impression qu'aujourd'hui, déjà, on vit le futur. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, nos futurs, écoute, ce slogan punk, il y a quelque chose de punk dans ce festival cette année, oui. C'est vrai, un peu de rébellion. Allez, Now Future, le futur maintenant. Quel réalisateur, finalement, pouvait illustrer cette idée mieux que Stanley Kubrick avec son film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui fête ses 50 ans cette année. Absolument. Et puis en grande pompe, si j'ose dire, puisque le film a été restauré par Xavier Nolan, le réalisateur d'Interstellar. Et une très belle restauration. Et c'est ça qu'on va offrir aux spectateurs ajacciens en ouverture du festival. Allez, pour le plaisir, on regarde un petit morceau de la bande-annonce. C'est parti. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
2001, l'Odyssée de l'espace, donc un film signé Stanley Kubrick qui a été remasterisé par Christopher Nolan. En quoi ce film a révolutionné le cinéma et le genre de la science-fiction, d'après vous, Annick ? D'abord, l'extrait que vous avez montré là est vraiment l'extrait qui est très très fort et très important, puisque c'est le moment où le robot commence à prendre des initiatives et devient humain. Donc c'est très intéressant parce que là, c'est sans doute enfin, je ne sais pas s'il a changé le cinéma, ce film, je ne pense pas, mais en tout cas, il est très très important. Également pour les films de science-fiction, parce que là, on a passé un cap, il y a déjà 50 ans, qui est de penser que la machine pouvait dominer l'homme. C'est-à-dire que l'homme aurait construit une machine qui va lui-même le dominer, le maîtriser. Donc c'est un moment important parce que pour la science-fiction surtout, parce que ça change effectivement la donne dans l'imagination. Par ailleurs, c'est un film hyper important parce que le travail qu'a fait Stanley Kubrick sur ce film, sur le plan scientifique, est absolument remarquable. Incroyable. Il a fait vraiment un très très gros travail, à tel point que les astronautes qui sont partis dans l'espace après ont été habillés avec les vêtements copiés sur les vêtements du film. Donc voilà, c'est des choses importantes et je pense que c'est un film de vision. Donc, pour la petite parenthèse, c'était aussi le festival qui avait été projeté en ouverture du festival de Cannes cette année, et c'est le même choix que vous avez fait ici à Ajaccio. Oui, on est un peu le festival de Cannes, c'est vrai. Alors, c'est bien sûr. Oui. Annick, dans ce festival, les films documentaires, c'est un peu le cinéma du réel. Il n'y a pas que de la science-fiction. Les réalisateurs deviennent des lanceurs d'alerte. Quelles sont les problématiques qui vont être soulevées aussi dans ce festival ? Alors, si on s'est permis de dire que c'était de la science-fiction, et alors que c'est du documentaire, cinéma du réel, c'est justement contenu dans le titre, un Now Future, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, l'accélération de la révolution numérique, l'accélération des problèmes écologiques, l'accélération aussi de la réflexion des scientifiques sur toutes ces questions-là, fait que le futur, il est là devant nous. Et les jeunes réalisateurs de documentaires, évidemment, ça ne leur a pas échappé. Et donc, ce qu'ils filment aujourd'hui, pour la plupart du temps, c'est déjà le futur ou c'est déjà le passé. Enfin, il y a comme ça une espèce de confusion du temps. Et ils sont, je crois, assez intéressés par ces questions-là. Enfin, la preuve, c'est qu'on a trouvé énormément de films qui ont un rapport pour nous avec ce qu'on imagine être notre futur. Vous êtes inquiète pour le futur, justement ? Il y a de quoi être inquiet, mais c'est pour ça qu'il faut regarder lucidement les choses, pour être vigilant et puis savoir non seulement les appréhender, mais aussi agir si besoin. Alors justement, agir et réfléchir. Annick, je vous l'avais dit en tête à tête, le rendez-vous, c'est aussi une rencontre. Et je vous propose de parler de transhumanisme, l'homme augmenté. Ça vous parle ? Bien sûr, et la femme. Et la femme, oui, c'est pas faux. Alors, c'est pas que du cinéma, celui qui nous attend est expert en la matière, suivez-moi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous écoutiez attentivement. Comme à chaque fois. Caché. Très studieux. Comme un chat. Oui, bon, si l'on veut. Alors Alexandre, vous n'êtes pas un cyborg, mais vous êtes un journaliste musical, également docteur en biologie. Alors forcément, ça aide. Parlez-nous du transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme ? Le transhumanisme, en fait, c'est pas une technologie, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui est d'ailleurs très ancienne, qui date pas de l'informatique, qui est beaucoup plus ancienne que ça. C'est en gros l'idée d'augmenter les capacités de l'homme pour le libérer de ses contraintes biologiques. Donc le libérer des contraintes de la naissance, de la souffrance, du vieillissement et de la mort, évidemment, d'aller vers une vie éternelle. Et cette réalité de l'homme augmenté, elle va jusque même au logo qui caractérise le transhumanisme aujourd'hui, qui est un H+, pour vraiment l'idée d'augmenter les capacités intrinsèques, naturelles de l'homme. Est-ce que la réalité a dépassé la fiction, d'après vous ? C'est un peu compliqué à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup fait de fiction sur le transhumanisme parce que c'est très vendeur à l'écran. De voir un homme capable, ou une femme, capable de faire des choses qui, dans notre quotidien, est impossible, c'est très excitant intellectuellement. Oui, c'est tous les héros, Exactement. les super-héros d'aujourd'hui. Ça
habite totalement la science-fiction. Exactement. Et je pense que ça doit aussi se copier les uns les autres. C'est-à-dire, pour les scientifiques, c'est intéressant aussi de voir l'imagination des poètes ou des artistes ou des cinéastes. Léonard de Vinci, il était entre la poésie et la science tout le temps. Hein. Et la mécanisation du corps aussi, l'augmentation du corps. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est très concrète. On n'est pas que dans une utopie, au sens strict du terme. Notamment en santé, c'est peut-être l'exemple le plus typique. Donc en santé, il y a une espèce de continuum qui est un peu délicat. Où commence le transhumanisme entre réparer l'organisme qui est abîmé ou qui est vieillissant, lui prolonger sa vie en bonne santé, puis lui prolonger sa vie, voire l'augmenter. Donc il y a un continuum et effectivement il y a des technologies qui traitent à peu près toutes ces... déjà aujourd'hui, qui sont là. Vous vous souvenez des des essais du cœur artificiel. Oui. Alors c'est évidemment une avancée extraordinaire pour les patients, mais voilà, c'est l'arrivée d'un organe complètement extérieur. Ça fait penser dans le cinéma un petit peu à Frankenstein ou Robocop. Chaque fois, ce sont des hommes qui deviennent des surhommes finalement. Blade Runner, plus récemment. Cobra, si vous me permettez. Chacun ses références. Cobra, le bras de Cobra quand même, c'était quelque chose. C'est pas faux. Oui, c'est vraiment une augmentation, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, à mon avis, le transhumanisme, il franchit une étape parce que, par exemple, Jacques Testard, qui est le père, le professeur qui est le père du bébé éprouvette, lui-même s'oppose totalement à l'idéologie transhumaniste en disant qu'il s'agit d'une idéologie infantile. Vous avez tout à fait raison. Et le gros problème, notamment en biologie, c'est tout ce qui est au-delà des aspects implants, soins. Aujourd'hui, on fait des pancréas artificiels implantables. On travaille dessus. C'est plutôt la sélection des embryons. Justement. Ça, c'est un gros souci. Ouais. Oui, parce qu'il y a des problèmes éthiques énormes et qui sont gérés de manière complètement disparate dans le monde. Vous n'avez pas le droit de faire de la recherche sur les embryons en France. Aux États-Unis, vous avez des centres qui vous permettent déjà de choisir si vous voulez préférer un garçon ou une fille. Bientôt les yeux, bientôt une prédisposition au QI ou à être capable d'être champion de tennis. Et ça fait très peur. Et ça fait effectivement très peur. Alors, avant d'en arriver là, il y a quand même des exemples d'applications qui sont très concrets aujourd'hui dans le transhumanisme. Qu'est-ce qu'on peut envisager ? C'est toujours l'idée de l'interface quelque part entre l'homme et la machine, quelque part. Et dans la santé, ça existe déjà. Donc, je vous ai dit, par exemple, le pancréas artificiel, au lieu de vous piquer pour connaître votre glycémie et vous faire une injection d'insuline, vous avez un système qui est complètement intégré. Vous n'avez plus d'interaction à voir, vous pouvez reprendre une vie normale quelque part. Donc ça, on peut le souhaiter évidemment pour les patients. C'est en test, mais je veux dire, l'horizon c'est 5-10 ans, c'est pas 30-50 ans. Et puis évidemment, les applications du transhumanisme, elles sont beaucoup dans la connexion de l'informatique et des biotech ou des nanotechnologies. Et aujourd'hui, les plus grands investisseurs dans la santé du futur, ce sont les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple. Et ce sont eux qui font la santé de demain. Et c'est une santé qui est complètement connectée à l'informatique et au big data. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur, d'après vous, du transhumanisme ? Quelles seraient les dérives ? La dérive la plus inquiétante, c'est l'idée de vouloir transposer totalement le cerveau humain dans une machine. Bien sûr. Et donc, on fait fi du corps humain, il n'y a plus que des cerveaux, et donc, effectivement, l'idée, c'est l'immortalité au bout du compte. Le cinéma s'est déjà emparé de cette idée-là. Oui, bien sûr. Mais il y a un petit film d'animation formidable pour enfants qui s'appelle Wall-E, je ne sais pas si vous avez vu. Formidable. C'est formidable sur cette question-là, parce que les humains sont devenus des espèces de choses à roulettes qui, sur leur roulette, peuvent effectivement se déplacer, manger, voir des films, écouter la radio, je ne sais pas quoi. Et le jour où il y a un problème, ils sont plus capables de bouger, de faire quoi que ce soit. Mais c'est l'idée de la singularité, c'est ce moment où en fait la machine consciente d'elle-même et l'intelligence artificielle consciente d'elle-même commence à avoir des capacités supérieures, entre guillemets, à l'homme. Ça dépend de ce qu'on appelle capacité supérieure. Du coup, c'est l'homme diminué. Exactement, c'est l'homme diminué. C'est ça les limites du transhumanisme ? Il y en a énormément. Il y a des limites techniques. On n'est pas sûr de réussir à faire toutes les promesses de la science-fiction. Il y a évidemment des limites éthiques, parce que autant l'humanisme s'adressait à tous les hommes, il est loin d'être certain que le transhumanisme s'adresse à tous les hommes. Il y a le rire, je vous recommande tous les travaux de quelqu'un qui s'appelle Harari, qui est un professeur israélien, qui parle un peu d'apartheid de l'intelligence. C'est-à-dire, en gros, les gens qui n'auront pas la capacité à gérer ces objets complexes seront peut-être complètement mis à l'écart, au rebut de la société, quelle que soit leur origine, leur âge, leur niveau économique. C'est lui qui a écrit Homo sapiens ? Exactement, exactement, et qui a créé la suite qui s'appelle Homo Deus. Oui, qui vient de sortir, il y a pas longtemps. Qui est vraiment un des grands penseurs de l'époque sur le transhumanisme. Elle serait éthique ou technologique, selon vous, la limite du transhumanisme ? Ça dépend de nous.
Et notre vigilance est de faire plein de festivals, de documentaires sur la question. Comme pour ça, que tout le vous monde aidez à soit... réfléchir. Ouais. Et je crois vraiment que l'art, par exemple, ça peut pas être uniquement scientiste et politique ou économique. L'art a vraiment son rôle là-dedans, parce que finalement, quand on va vouloir augmenter l'homme et qu'on va avoir des intelligences compétitives, qu'est-ce qui va nous garder une forme de singularité? Et je crois que typiquement l'art, l'inutilité de certaines choses, c'est propre à l'humain et c'est magnifique. Pour conclure, on ne va pas oublier que dans le transhumanisme, il y a aussi humanisme. Exactement. Exactement, il y a humanisme Surtout, et surtout humanisme. Et voilà, simplement, ça met un peu en crise identitaire la notion même d'humanité. C'est fascinant et c'est cauchemardesque à la fois. très dangereux. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Alexandre. Allez, Annick, je vous le disais, le rendez-vous, il y a des tête-à-tête, il y a des rencontres, il y a des questionnaires aussi. On va poursuivre avec une personnalité que vous connaissez bien, que vous nous avez fait découvrir d'ailleurs, qui était à votre place, c'est Jacqueline Caux. Elle est réalisatrice, elle a répondu au questionnaire du RDV. Vous allez devoir vous y plier aussi, on écoute ses réponses. Présentez-vous en une phrase. Je suis une réalisatrice de films documentaires indépendante. Et mes films portent essentiellement sur la musique et aussi un peu sur la danse la plus contemporaine. Le rendez-vous qui a tout changé, c'est un rendez-vous avec la musique. Ça, évidemment, c'était quelque chose qui a été essentiel à ma vie et c'est un rendez-vous qui s'est fait grâce à Sun Ra. Qui rêvez-vous de rencontrer? Alors, c'est quelqu'un que malheureusement je suis certaine de ne pas pouvoir rencontrer. C'est une musicienne arabe qui s'appelait Jamila et qui vivait dans les années 750 à Médine. Mais je dois dire que vraiment, c'est une femme qui me fascine totalement. Elle était esclave, et comme elle était esclave, elle pouvait chanter devant des hommes, ce que ne pouvaient pas faire les femmes libres de l'époque. Et cette femme devait être d'une intelligence absolument remarquable, puisqu'elle s'est retrouvée à enseigner le chant et la percussion à 150 femmes. Elle s'est rendue en 752 de Médine à la Mecque et là, elle a organisé pendant 3 jours et 3 nuits de musique, c'est-à-dire le premier festival. Votre pire lapin, à vrai dire, j'ai pas vraiment de souvenirs qu'on m'ait tellement posé de lapin. Je dois avoir beaucoup de chance. Votre premier rendez-vous, c'était où, quand et avec qui? C'est avec mon compagnon de vie, avec Daniel Caux, et qui était un fou furieux de musique. Donc c'est sûr qu'on était fait pour se rencontrer. Et votre prochain rendez-vous, c'est la réalisation de mon prochain film, qui va s'appeler Les Bad Girls des mondes arabes. Et ça, j'espère commencer dans le courant du mois d'octobre. Sacrée personnalité, notre Jacqueline. Allez, pour finir, allons-nous devenir immortels? Mais ça va pas la tête, c'est votre chronique, Marie-Jo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ben oui, c'est vrai que ça fait rêver le transhumanisme, mais pas tout le monde, parce qu'effectivement... Pas sûr, pas sûr. Il pourrait y avoir quand même des projets magnifiques, hein, donc voilà, tout le monde s'est dit c'est une avancée. Et puis il y a quand même des gens qui nous rappellent un petit peu à la réalité, comme effectivement Jean Mariani et Daniel Tritch, hein, on va dire. C'est compliqué à dire. Voilà, je me dis, ça s'appelle Ça va pas la tête. Cerveau, immortalité, intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme. Bon, dès le titre, on a un petit peu compris leur position. Oui, voilà. Ils sont tous les deux chercheurs spécialistes des neurosciences. Et lui est d'ailleurs aussi directeur de l'Institut de la longévité. C'est important parce qu'on n'arrête pas de parler d'immortalité. Et ils s'inquiètent tous les deux, mais surtout en fait de l'emballement médiatique et des promesses de longévité justement qui n'hésitent pas quand même à parler d'immortalité. Vous l'avez dit plusieurs fois, on en parle véritablement. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui pour l'instant... C'est le projet du boss de Google qui parle de tuer la mort. Totalement. Donc voilà, pour l'instant, sur ça, ils sont un petit peu sceptiques. Et alors, on peut lire dans le livre, je vais vous lire un petit extrait. Demain, il verra dans le noir, il entendra les ultrasons, il courra plus vite, ne connaîtra plus la fatigue, ne se cassera pas le col du fémur en glissant sur l'herbe mouillée. Ses capacités intellectuelles auront décuplé. Sa mémoire sera prodigieuse. Il se souviendra de tout, même à 100 ans. Car les signes de vieillesse auront disparu et les maladies graves du cerveau, telles que la maladie d'Alzheimer,
auront été éradiqués. Après-demain, parce qu'on était à demain seulement, son cerveau sera, c'est ce que vous disiez, transféré dans une machine et son corps et son esprit sera quelque part dans les nuages, débarrassé de ce corps vieillissant. Le handicap, la maladie, la vieillesse et la mort auront disparu. Il sera immortel. Voilà, on parle bien de l'homme, on ne parle pas d'une machine ou de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors évidemment, les deux scientifiques sont assez sceptiques là-dessus et ils nous expliquent surtout que finalement, les apôtres du transhumanisme sont encouragés dans leur pensée par ce qu'on appelle la loi de Gabor, vous devez connaître cette loi, qui dit simplement que tout ce qui peut techniquement être réalisé le sera tôt ou tard. Donc, a priori, il y a des choses qui, sur le papier, pourraient fonctionner. C'est une histoire de temps, ça devrait arriver. Et c'est un petit peu ce que vend quand même cette révolution transhumaniste, l'immortalité. Et en attendant, on pourrait passer par la case congélation. Parce que, oui, la cryogénisation. Exactement, c'est pas très nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle. Sauf que là, eh bien, c'est plus documenté maintenant, on sait un peu plus comment faire les choses. Et puis, on a cet espoir effectivement de tendre vers l'immortalité. Et avec cette fameuse compétition, on le disait tout à l'heure, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence de l'homme. Alors cette intelligence artificielle, évidemment, elle progresse. Et le moment du dépassement, il est déjà déterminé par Ray Kurzweil, qui est donc ingénieur Google. Il a déterminé cette date à 2045. C'est complètement arbitraire. Demain, C'est quand même assez demain, mais c'est tout à fait arbitraire. Donc on ne sait pas pourquoi il a dit 2045. C'est un personnage un peu particulier. Il dort dans un caisson hyper bas. C'est vrai depuis des années pour attendre le moment où on va être capable de l'immortaliser. Donc il est quand même il n'est pas encore cryogénisé. C'est un très grand cerveau, un peu étrange, mais très grand cerveau. Ah oui, très grand cerveau, c'est certain. Donc c'était aussi l'occasion pour les auteurs de nous rappeler que les GAFA, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, investissent massivement dans ces technologies, notamment dans les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Et puis aussi de nous rappeler que nous nourrissons l'intelligence artificielle absolument tous les jours. Nous gavons la machine, nous aussi, de données et nous l'aidons à devenir de plus en plus autonome. On en parlait il y a quelque temps avec Pouillou autour de cette table. Et finalement, ces fameuses images, par exemple, sur lesquelles on vous demande de cliquer pour reconnaître les véhicules, les feux tricolores ou les vitrines, eh bien tout ça, ça aide la machine à analyser des images de plus en plus complexes. C'est nous, donc, tous les jours, en disant « je ne suis pas un robot », qui aidons aussi l'intelligence artificielle à progresser. Voilà, ça s'appelle le deep learning. Ça mise aussi donc sur un contrôle de plus en plus important de la science sur la nature. Alors pour l'instant, l'humain, le post-humain, le transhumain, c'est encore un mythe, mais c'est pas évident effectivement que tout le monde pense que cela est impossible. Alors moi je sais pas, est-ce que ça, du coup ça, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle déjà tout ça à votre avis? Pour mon compte, je trouve que c'est plutôt inquiétant dans la mesure où c'est entre les mains de personnes qui ne veulent pas particulièrement le bien commun, mais une espèce d'avancée comme ça dans la modernité. C'est pas abstrait, parce que c'est aussi économiquement intéressant. Donc non, on a tout intérêt à les surveiller de près, ces gens-là, quand même. Est-ce qu'on serait standardisé ou est-ce que le transhumanisme serait réservé à une élite? À votre avis? C'est aussi effectivement une grande question. Bien sûr. Ouais, c'est ce que je suggérais tout à l'heure. C'est vraiment les craintes sur cette espèce d'apartheid, sur la capacité à gérer ces technologies-là. Bon, pour l'instant, honnêtement, on essaye plutôt de soigner mieux le cancer grâce à ces technologies, de soigner mieux le diabète ou Alzheimer. Mais bien sûr, il y a aussi des réflexions sur comment accélérer le fonctionnement des neurones grâce à ces technologies. Donc voilà, c'est un peu les deux à la fois. La réalité aujourd'hui, au quotidien, c'est plutôt l'amélioration de la vie des gens malades. Et puis le fait aussi, c'est le syndrome K2000. Vous savez, on a mis l'intelligence artificielle dans une voiture pour qu'elle vous reconnaisse et qu'elle vous fasse un jus d'orange. Je suis pas sûr de l'intérêt pour l'instant et du grand risque, mais bon. Voilà, le transhumanisme entre la réalité et la fiction, il y a encore un petit peu de marge. Merci infiniment Alexandre et Marie-Jo d'être venus. Merci à vous. Annick, on rappelle le Corsica Doc à Ajaccio, c'est du 24 au 28 octobre prochain. C'est 5 jours de festival de films pour les petits et pour les grands. Des débats, des thèmes, évidemment, tout tournera autour du thème du futur. Les infos pratiques vont s'afficher sur le site internet, l'adresse immédiatement et évidemment plus d'infos sur notre site internet à nous. Merci de nous avoir suivis en direct ou en replay. C'est comme vous voulez, vous choisissez votre écran. Allez, excellente soirée à tous et à très vite. Ciao.